Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Seminário Internacional Conexão Comida, Saberes e Práticas na Alimentação, uma realização do SESC São Paulo. Esta atividade abre a segunda edição do projeto Experimenta, Comida, Saúde e Cultura, que acontece no período de 3 a 28 de outubro em todas as unidades do SESC São Paulo. O projeto reúne diversas programações em torno de questões relacionadas à alimentação adequada e saudável. Vocês vão assistir agora a um vídeo sobre o Experimenta Comida, Saúde e Cultura. Em outubro, a alimentação é destaque na programação do SESC São Paulo. Iniciado em 2017, o Experimenta Comida, Saúde e Cultura é pautado pelas diversas dimensões e conexões que envolvem a alimentação. Eu trabalho muito pela democratização da alimentação saudável. As pessoas têm buscado, pelo menos, conhecer mais sobre o que estão comendo, querendo entender a qualidade dos alimentos, querendo cozinhar um pouco mais em casa, e isso acho que tem um impacto positivo na alimentação. É um assunto que precisa ser discutido, a gente identifica que mais que nunca os públicos querem uma alimentação mais saudável, então a gente sabe que tem que divulgar a ciência, né? É um compromisso que não adianta a informação ficar só lá nos grandes centros, nas capitais. Fecha os olhos. No ano passado, as mais de 250 atividades em todas as unidades atraíram um público interessado em conhecimentos que podem ser praticados no dia a dia. Mas a gente também pode enriquecer esse prato ou, enfim, deixar ele mais diverso usando algumas outras castanhas. Poderia ser castanha do Pará, castanha de caju. Hoje eu vou usar o amendoim. É abrir um pouco essas possibilidades. É a comida tomando outros espaços e valorizando a cultura alimentar brasileira. O SESC ele tem uma difusão em diversos níveis da sociedade. Então, não vai ser algo falado para os especialistas, para as pessoas que já sabem sobre essa temática, mas para o público em geral. O universo da comida é multidisciplinar, abrangendo temas como sociedade, economia, saúde e o direito humano à alimentação adequada. A atuação do SESC é essencial no campo da segurança alimentar e nutricional, no campo do direito humano à alimentação adequada. Ele promove a comida de verdade, que é aquilo que o brasileiro reconhece no seu universo, dos seus significados. Conexões sempre presentes nas ações educativas de alimentação do SESC, que em outubro são intensificadas. Experimenta Comida, Saúde e Cultura 2018, de 3 a 28 de outubro em todas as unidades do SESC. A programação completa você encontra em sescsp.org.br/experimenta. E para dar início ao evento, convidamos ao palco o professor Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo e anfitrião deste seminário. Bom dia a todos, a todas, bem-vindos a essa nossa unidade da 24 de maio, da Rua 24 de Maio, para esse nosso seminário internacional de abertura do Experimenta, conforme foi avisado e anunciado. Essa unidade, portanto, recebe esse grupo de pessoas interessadas nesse tema como mais uma ação nesta nova unidade no centro de São Paulo, que tem características bem especiais. Como vocês sabem, aqueles que já conheceram, já tiveram a oportunidade de vir aqui, ou que conhecem de informação, trata-se de uma unidade nova, pouco mais de um ano. Nós inauguramos essa unidade no dia 19 de agosto do ano passado, 2017, instalada no antigo prédio da Mesbla,
famosa empresa comercial que não existe mais e que tinha uma presença importante na cidade de São Paulo e em outras cidades brasileiras. Tem, portanto, esse símbolo de ser também instalada num lugar que tinha um caráter icônico na cidade, em termos de comércio, em termos de atividade empresarial importante. Está instalado num lugar, num sítio, numa situação muito especial da cidade, numa região bem ao centro, né? Colocada próxima do Teatro Municipal, como sabem, onde a cidade de São Paulo, de alguma forma, teve um grande movimento cultural, econômico, social. A cidade nasceu, em grande parte, em torno dessa realidade aqui presente. Em volta dessa unidade existem grandes edifícios importantes da cidade. Trata-se, portanto, de um lugar muito especial que necessita e necessitava e continua necessitando de um grande esforço de revalorização do ponto de vista conceitual, de utilização desse espaço de maneira adequada, seja para habitação, seja para atividades econômicas, educacionais, sociais. Por isso o SESC está aqui também com uma missão importante de reurbanização de uma área significativa e bastante problemática da cidade de São Paulo. E isso tem sido feito graças à programação intensa que tem sido colocada aqui, com o objetivo de poder realmente trazer temas, assuntos, pessoas, questões que possam fazer vibrar um pouco mais no interesse coletivo essa região, como o nosso caso, em que vamos, nesse seminário, discutir assuntos ligados à comida, aos saberes e às práticas da alimentação. Muito bem. Nós temos aqui a presença de muitas pessoas interessadas nesse nosso seminário e temos também convidados significativos e importantes que vão participar, como o palestrante que em seguida fará uma fala, não é? O nosso professor francês, Jean-Pierre Paulin, que é o nosso sociólogo, que reflete sobre essas questões, e temos a honra e a satisfação de receber alguns colegas de alguns outros regionais do SESC do Brasil, como é o caso da Regina Pinho, nossa querida diretora regional do SESC do Rio de Janeiro, e José Carlos Bulhosa, nosso querido diretor do SESC da Bahia, e colegas representantes de muitos regionais do SESC de todo o país, além de muita gente interessada. Naturalmente, esse tema alimentação, ele é um tema permanente numa instituição como a nossa, assim como é permanente no interesse das pessoas de modo geral, não é? Nós temos como um elemento vital, central, da questão cultural. Trata-se de uma questão cultural, a transformação, não é, dos produtos que a natureza nos oferece, ou não, ou a transformação em grau maior ou menor, para que a gente possa preparar nossos alimentos. Então, a conotação de aproveitar melhor, de maneira adequada, mais completa, os alimentos, é algo que tem um caráter cultural absolutamente significativo e importante. Em cada contexto histórico, nós vivemos realidades variadas. É um tema atual de grande interesse. Em primeiro lugar, porque nós temos uma questão grave na humanidade. Ainda temos uma parte substancial da humanidade que sofre o problema da fome, que não tem alimentos adequados para o seu desenvolvimento, que enfrenta dificuldades seríssimas para se alimentar. E são números expressivos, profundos, imensos, e nós temos que estar atentos a isso. Portanto, é uma questão grave. Nós temos a questão da obesidade e distúrbios alimentares, hoje presente em boa parte da humanidade, e que temos esse fenômeno bastante forte na nossa realidade aqui no Brasil, como é do conhecimento de vocês.
Nós temos essa questão da grande presença de alimentos ultraprocessados, com uma parte, digamos, de tentar solucionar, criando outros problemas, em grande parte, para a humanidade de modo geral. E muitas vezes um certo descompasso entre os interesses da grande indústria alimentar e os interesses da saúde pública, os interesses da população e do bem-estar da população, propriamente dita. Produção de alimentos implicando em questões ligadas à sustentabilidade, não é? Muitas vezes tentando buscar produção de alimentos, mas, ao mesmo tempo, prejudicando, de alguma forma, a questão ambiental. Portanto, temos, inclusive, também, por uma questão mais profunda ainda, alimentos como fator de desequilíbrio geopolítico, não é? Em regiões onde as dificuldades de alimentação se tornam de tal forma graves que as soluções, às vezes, são tremendamente perigosas. Portanto, a nossa intenção nesses encontros, nesse debate, é trabalhar com a ideia de aumentar a visibilidade da dimensão cultural da alimentação, né? Como patrimônio material reconhecido pela Unesco, pelo IFAM, que é o nosso órgão de preservação do patrimônio histórico, e por órgãos regionais, vetor de fortalecimento de identidades locais, elo que pode aproximar, portanto, a cultura e a economia. Temos, portanto, questões bastante graves e sérias. Considerando toda essa importância, qual o papel da nossa instituição, do SESC, Serviço Social do Comércio, nesse processo, nessa articulação? O SESC, como vocês sabem, é uma instituição criada no século passado, nos anos 40 do século passado, com o objetivo de proporcionar bem-estar social, primeiramente aos trabalhadores da área do comércio, serviços e a população de modo geral. Portanto, ele tem compromissos com tudo aquilo que compõe esse leque de bem-estar social oferecido às pessoas e tem conexões com tudo que diz respeito ao ser humano, né? E a sua felicidade, o seu bem-estar, a melhoria do seu padrão de vida. Nós temos, portanto, essa vinculação com todos esses aspectos que dizem respeito ao ser humano, não é? E a alimentação é um dos elementos vitais nesse processo, desde a origem da instituição, né? Proporcionando programas voltados para a alimentação. Nós temos um programa de alimentação para o trabalhador, até hoje, bastante desenvolvido, no Brasil inteiro, é bom que se diga, e no caso de São Paulo, temos restaurantes apropriados, temos as comedorias, vou mencionar rapidamente sobre isso, mas o nosso restaurante Alcântara Machado, que fica na Rua do Carmo, existe há muitos anos, nessa perspectiva de proporcionar uma alimentação saudável aos trabalhadores, né? E esse é um programa vasto, um programa que tem repercussão no país inteiro e tem todo um cuidado, uma atenção voltada para isso. Portanto, é um programa tradicional, antigo, importante, renovado, permanentemente renovado, com todos os conhecimentos necessários para que a gente aprimore cada vez mais, seja na produção, seja no entendimento, seja até mesmo na conceituação dos valores que estão por trás. Serviço de alimentação, portanto, é algo que está historicamente imbricado na própria realidade da instituição, não é? Além disso, do ponto de vista conceitual, hoje, esse serviço de alimentação no SESC é baseado no tripé brasileiro, contemporâneo, saudável, né? Procurando, portanto, atender a esses três aspectos. São diversos tipos de serviços que nós temos voltados para esse programa, nas nossas unidades espalhadas em todo o estado de São Paulo, com a denominação de comedoria, uma denominação que nós nos apropriamos, por tratar-se de uma denominação verdadeiramente vinculada à língua portuguesa, mais do que as outras até,
e que está presente no nosso dicionário e quer dizer um lugar onde se alimenta efetivamente. Então, nós temos as nossas comedorias espalhadas nas nossas unidades. São 10 restaurantes, que a gente usa a denominação de comedoria, genericamente, 73 outros pontos de alimentação para o público, em todo o Estado. Portanto, trata-se de um programa bastante vigoroso, que ocupa a atenção, recursos, energia, pessoal, com bastante vigor dentro da organização, tendo uma gerência especializada especialmente para isso. Educação, portanto, em saúde, com encontros educativos. Além disso, é alguma coisa que eu insisto muito em falar nas coisas que nós fazemos, que não basta fazer, não basta simplesmente realizar um programa, tem que pensar sobre ele, tem que discutir o programa, tem que aprofundar as razões pelas quais e as consequências desse programa. E, portanto, para nós, o caráter educativo da nossa atuação tem um papel central, sempre. Então, encontros educativos tratando a alimentação em suas diversas dimensões, como promotor da saúde, como elemento cultural, como direito de todos. Então, tudo isso faz parte dessa nossa proposta. São valores, portanto, que embasam a nossa ação, né? Permitindo essa perspectiva do acesso à alimentação saudável, o combate ao desperdício de alimentos e a autonomia dos indivíduos nas suas escolhas alimentares. Sobre isso, é importante mencionar também que no programa de alimentação do SESC desenvolvemos uma proposta para a sociedade. Em outros programas, nós já tivemos e temos esse tipo de perspectiva propositiva, não é? Por exemplo, com relação ao trabalho voltado para o idoso. É um trabalho que o SESC desenvolveu desde os anos 60 e que propôs para a sociedade criar condições para que isso fosse desenvolvido. E realmente se tornou praticamente um mantra presente em quase todas as organizações sociais e culturais do país inteiro. Não fomos nós sozinhos que fizemos isso, mas foi parte de um esforço no sentido de mostrar um exemplo, um modo de fazer. Com relação à alimentação, sobretudo com relação à segurança alimentar, nós também fizemos uma proposta. Nos anos 90, nós criamos o Mesa São Paulo, no estado de São Paulo, que era um serviço voltado para as carências da alimentação em organizações as mais variadas do estado de São Paulo, indo buscar alimento onde, de alguma forma, estava sobrando, por alguma razão, em qualquer fase do ciclo, digamos, de produção, né? E levando para onde estava faltando, né? Essa era a orientação no combate à fome e ao desperdício. O programa Mesa São Paulo se estendeu, depois dos anos 90, para o Brasil inteiro. Hoje se chama Mesa Brasil, está presente no SESC de Roraima, Rio Grande do Sul, em todas as nossas unidades. E é bastante forte, com esse mesmo princípio, onde tem esse caráter distributivista, de buscar alimento onde está sobrando e levar para onde está faltando, e nós temos esse fenômeno, efetivamente, que leva, em alguns casos, a algo em torno de 30% de desperdício, seja, talvez, nos locais de produção, ou no transporte, ou no armazenamento, ou na comercialização, ou no serviço à mesa, não importa. Em alguma desses momentos do processo, existe desperdício efetivo. Então, nós tentamos resgatar, buscar esse alimento, de alguma forma, e poder, com isso, proporcionar para aqueles que têm carência, especialmente num país como o nosso, onde isso é um fenômeno ainda existente. Então, é importante ressaltar que isso foi um modelo levado e até citado em alguns programas de governo como um programa exemplar, que tem se desenvolvido e ampliado no Brasil inteiro, como já disse. Muito bem, esse é o programa Mesa Brasil, que, a partir dos anos 2000, como eu mencionei, espalhou-se por todos os regionais do Brasil inteiro. E essa questão, portanto, de ter o alimento como algo que tem um caráter muito além do simples fornecedor de energia para o ser humano, algo que
proporciona o encontro, a reflexão, o trabalho mais completo possível. Esse seminário Conexão Comida, Saberes, Práticas e Alimentação está marcando, como disse, a abertura desse nosso programa Experimenta, Comida, Saúde e Cultura, que é um programa bastante vasto, que atende e atua com as mais diversas modalidades de ação cultural, de ação abrangente e social, levando ao máximo possível a discussão sobre a questão alimentar. Especialistas estrangeiros, brasileiros, abordam aspectos culturais e históricos da comida, assim como suas implicações no âmbito da saúde e do comportamento. Gostaria, portanto, de ressaltar a importância desse momento para a reflexão e aprofundamento da questão, como é o interesse de todos vocês aqui presentes. Para completar, gostaria de dizer também da questão do guia. As ações do SESC foram alinhadas, ou já estavam alinhadas, antes mesmo da existência do guia, mas com a existência do guia ficou muito mais clara nosso alinhamento com essa proposição, essa proposta que o governo brasileiro fez no final do ano 14, de 2014, em novembro, que foi a apresentação do Guia Alimentar, publicado pelo Ministério da Saúde. Uma ação de Estado, não foi uma ação de governo, uma ação que propunha uma reflexão e uma orientação geral para todos aqueles envolvidos na questão alimentar, independente das suas cores partidárias. Não tinha nada a ver com isso. Era alguma coisa que tinha um caráter profundamente científico, cuidadoso, social e cultural. E o guia, portanto, é baseado nos direitos à saúde e à alimentação adequada e saudável. O guia amplia o entendimento sobre alimentação saudável, incluindo aspectos sociais, como disse, culturais e comportamentais. A ampliação da autonomia nas escolhas de alimentos implica o fortalecimento das pessoas, das famílias, das comunidades, para se tornarem agentes produtores de sua saúde, desenvolvendo a capacidade de autocuidado e também de agir sobre os fatores do ambiente que determinam a sua saúde. Portanto, nesse momento em que nós lançamos mais uma vez essa nossa campanha, a gente reforça a importância e a necessidade de que esse guia se torne cada vez mais conhecido, cada vez mais desenvolvido, cada vez mais ampliado nos seus conceitos. Esse nosso programa experimenta ações em todo o Estado, comida, saúde, cultura, tem, portanto, essa finalidade de buscar todos os mecanismos, todos os meios possíveis para refletir e aprofundar. Isso tem abrangência estadual plena, completa, em todo o Estado de São Paulo, como disse, em todas as nossas unidades, e tem aí toda uma programação colocada à disposição à informação de vocês. 2 ações inspiradas pelo guia ocorrem durante este seminário, que eu gostaria de ressaltar aqui como curiosidade e informação para vocês. Primeiro, o lançamento do audiolivro do Guia Alimentar, garantindo um acesso ampliado a esse documento, ou seja, o audiolivro completo do guia para todas as pessoas que necessitarem dessa informação e que tiverem qualquer tipo de dificuldade na leitura ou no acesso. Em segundo lugar, o lançamento de um jogo educativo, tá na mesa, adaptando os princípios do guia para um formato lúdico, uma brincadeira, um jogo que pode ser feito em família, pode ser jogado em família, tanto para adultos como para crianças, onde se faz opções durante o processo sobre a questão alimentar, tentando orientar para que a coisa seja feita da maneira mais saudável possível e disputando posições com dadinho e uma corridinha, enfim, para poder ter a vitória ou a derrota. Mas, enfim, a questão mais profunda e séria ali é a informação, é o dado, digamos,
de elementos vitais para que a gente tenha a grande mudança. A transformação na questão alimentar, na minha opinião, até as questões que dizem respeito ao ser humano de modo geral, à saúde, à vida pessoal, as questões ligadas ao entendimento das coisas, à visão de mundo, a questão ambiental, tudo passa pela questão cultural, passa por sabermos ter valores adequados, conhecer os fatos e, através desse elemento vital, que é o conhecimento, graças a isso, poder tomar as decisões adequadas. O que nós, portanto, esperamos a todos aqui é que aproveitem bastante esses nossos encontros aqui e que possam ter essa, digamos, transformação, já que são todos e todas pessoas ligadas à questão alimentar, possam, com isso, poder se transformar, de fato, numa espécie de paladinos da boa alimentação. Muito obrigado. Bonjour à tous. Et je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette invitation. Je voudrais également remercier de cette formidable introduction le professeur Santos de Miranda. C'est très intéressant de voir des sociologues engagés dans l'action. Parfois, on leur reproche d'être dans la critique, d'être dans le dévoilement des problèmes, mais aussi tenter de porter sa contribution est une belle réalisation. Merci beaucoup pour cette introduction. Avant de démarrer, il y a deux alliés. Il y a d'abord les traducteurs qui sont très importants parce qu'ils vont nous permettre de travailler ensemble aujourd'hui. Et je voudrais les remercier d'abord. Et puis, je suis extrêmement content de voir que la traduction, elle n'est pas seulement vers le portugais, mais qu'elle est aussi en langue des signes pour ceux qui ont des problèmes d'audition. Nous allons donc démarrer. Voilà, nous avons démarré, et alors il y a une espèce de convergence entre le titre de votre action et le titre du laboratoire que je dirige et que je co-dirige avec un collègue malaisien, Food, Culture and Health, alimentation, culture et santé. Voilà un peu la thématique que je voudrais essayer d'aborder ce matin, et je vais travailler en 4 temps. Un premier temps, c'est d'essayer de comprendre comment, derrière cette question qui est très souvent posée aux sociologues, aux anthropologues, de la part des nutritionnistes, de la part des gens qui font des politiques publiques en matière d'alimentation, comment pourrait-on changer les habitudes alimentaires et comment, vous qui êtes engagés dans la connaissance de la culture des pratiques alimentaires, comment vous pourriez nous aider? Et je voudrais essayer de retravailler cette question. Et puis ça nous permettra, comme introduction, de voir quelle est la place de la culture, des cultures dans l'alimentation, et de dégager 2 grands enjeux, des enjeux sanitaires et des enjeux environnementaux. Sanitaires parce que nous sommes sans doute la veille d'une grande révolution scientifique, et qui est celle de l'épigénétique, et les enjeux environnementaux parce que nous sommes aussi à la veille d'un certain nombre de challenges, un challenge que nous connaissons depuis longtemps, qui est celui de nourrir la planète, mais depuis de nombreuses années, l'échéance est reculée, on produit toujours plus pour une population toujours plus importante, mais cette question, sans doute, sera à repenser, à revisiter, et la connaissance des cultures alimentaires constitue une ressource pour affronter ce défi. Voilà un peu ce que je voudrais essayer d'aborder avec vous. Permettez-moi de démarrer avec la figure de Margaret Mead, vous savez, cette grande féministe américaine, dont on oublie qu'elle a pas mal travaillé aussi sur l'alimentation. Vous savez, en 1942, juste après Pearl Harbor, les Américains décident qu'ils vont rentrer en guerre, sous la pression d'ailleurs d'un certain nombre d'intellectuels qui s'engagent contre le fascisme. Et Margaret Mead est de cela. Et elle va accepter de quitter son poste pour s'occuper du Committee of Food Habits, du comité des études alimentaires,
dont l'objectif est d'essayer de comprendre comment on peut mieux tirer parti des produits alimentaires dans cette période qui s'annonce, qui va être la période de la guerre. Et la prise de conscience qu'il y a derrière de la part des politiciens américains, c'est qu'on va devoir aider l'Europe, dans laquelle la production alimentaire s'est effondrée, et que la nourriture, c'est aussi une arme de guerre pour nourrir les troupes, pour nourrir les populations. Et donc, ce travail est absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire. Elle va diriger une sorte d'appel d'offres dans lequel elle va financer, avec Karl Gutt, un certain nombre de travaux de recherche. Ces travaux de recherche sont inexploités ou méconnus. En ce moment, et sans doute faudra-t-il les revisiter à la fois pour une histoire des sciences et peut-être un peu plus. On trouve dans ces programmes de recherche qui vont être financés à ce moment-là quasiment le bottin, c'est-à-dire l'annuaire scientifique de ce que va devenir l'Amérique d'après-guerre. C'est-à-dire on y retrouve Bateson, on y retrouve Festinger, on va y retrouver un très grand nombre de noms, Kurt Lewin, un très grand nombre de noms de ceux qui vont faire les sciences sociales et humaines aux États-Unis. Alors, elle écrit un livre ou un rapport qui s'appelle « Le Problem of Changing Food Habits ». Et elle écrit ceci qui va nous servir de point de départ. Avant de changer les habitudes alimentaires, question que posent toujours les nutritionnistes aux représentants des sciences humaines, il conviendrait d'abord de comprendre ce que manger veut dire. Alors, je vous invite à jeter un œil sur ces deux éléments de bibliographie. Et dans ce livre-là, j'ai consacré une biographie scientifique à Margaret Mead. Margaret Mead, donc, poursuit en disant « Il faudrait pouvoir passer de la question « Comment changer les habitudes alimentaires » à « Quelle est la nature du comportement alimentaire ?» pour déboucher enfin sur une question qui serait « Comment favoriser le développement de pratiques appropriées à des individus donnés, dans une société donnée et à un moment donné ?» En fait, elle nous propose de contextualiser cette question. Et le grand dilemme, ou en tout cas l'ambiguïté qu'on va avoir à lever, c'est celle de la tendance à l'universalisme des sciences biologiques et celle des tendances à la contextualisation des sciences sociales et humaines. Alors, si l'on analyse la phrase que nous propose Margaret Mead, on s'aperçoit que le projet repose sur plusieurs présupposés. Le premier présupposé, c'est que quand on veut changer les comportements alimentaires des gens, on pense que les comportements des individus sont plutôt stables, qu'ils soient erronés ou non. Et nous allons essayer de regarder cette question. La deuxième question, c'est que l'environnement social nous apparaît comme plutôt stable et que quand on veut changer, on s'appuie sur des connaissances scientifiques et qu'on a le sentiment que ces connaissances sont installées, scientifiquement établies et qu'elles sont définitives. Alors, le premier élément qui nous amène à prendre conscience que les pratiques alimentaires ne sont pas aussi stables que ça, mais qu'elles changent au cours de la vie. C'est la notion de cycle de vie. Cette notion est un peu ancienne, a été produite par une partie de la sociologie américaine un peu conventionnelle, qui montre quand même qu'à différentes étapes, l'organisation des modes de vie bouge. Vous rencontrez celui ou celle qui va devenir votre compagnon, et la rencontre, c'est la rencontre de deux univers alimentaires. Il y a ce que vous aimez, il y a ce que vous n'aimez pas. Il y a la manière dont les rôles vont se répartir, il y a la découverte de cultures alimentaires différentes, et déjà se réorganise votre monde de l'alimentation. Puis, des enfants vont naître, et lorsque des enfants arrivent, alors, à nouveau, on est très attentif à l'alimentation. Il va y avoir ici une réorganisation. Puis, le premier, on est très, très attentif. Le deuxième, on a déjà plus l'habitude. Ainsi de suite, ils vont grandir, ils vont poser des problèmes, on va à nouveau changer. À chaque étape,
on va avoir l'alimentation qui va se transformer, évoluer. Ils vont partir, les enfants vont partir, les personnes vont vieillir, la santé va se dégrader, et à nouveau, l'alimentation va se transformer. Vous savez que le principal problème des gens qui partent à la retraite, c'est de réapprendre à manger. Lorsque je travaille, je vais manger au restaurant d'entreprise ou je mange en dehors à midi, et la retraite va rapatrier 250 repas par an sur le foyer. Et la question qui se pose le matin, c'est qu'est-ce qu'on mange à midi et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Auparavant, la question, c'était qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et cette question-là est une question qui redistribue les rapports de force à l'intérieur du foyer. Un des conjoints meurt, et là, à nouveau, l'organisation de l'alimentation change. On sait faire la cuisine ou pas la cuisine, on est un homme, on est une femme. Vous voyez, le premier élément, c'est qu'il y a une transformation, une réorganisation permanente, et la fin de vie est un moment dans lequel les réorganisations sont absolument quotidiennes. La perte de compétences, la perte d'autonomie appelle des réorganisations. Alors, ce modèle a été critiqué, et à juste titre. Il a été critiqué parce qu'il a un côté normatif, parce qu'il a un côté hétérosexuel. Il peut y avoir des couples différents, il peut y avoir des couples sans enfants, et puis les couples se défont et se refont, se réorganisent. Et donc les sociétés modernes ont transformé, mais pour autant, cette question du cycle et de ces différentes étapes et de leur réorganisation reste une question valide. Alors vous avez des modèles comme ça qui permettent d'introduire différentes dimensions pour comprendre cette évolution. Mais ce modèle, on peut l'étudier en amont, c'est-à-dire comment il y a des cycles de vie dans le début des apprentissages, avec ce que l'on appelle la néophobie, par exemple, la façon dont les enfants vont passer par des étapes. Vous avez en bas, ce ne sont pas des âges, ce sont des étapes. Vous avez une première étape dans laquelle l'enfant boit du lait, le lait de sa mère ou du lait maternisé, et puis il va petit à petit manger ce que la culture dans laquelle il est né mange. Et là, il y a une première phase où les enfants mangent tout ce qu'on leur donne. Ils ouvrent le bec, on enfourne, et là, les mères, elles sont contentes, ou les pères sont contents, parce que le gamin, il fait pas chier. Il mange ce qu'on lui donne. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que cette question, elle est essentielle dans la construction de la personnalité, de l'individu et de sa position sociale. C'est-à-dire que l'enfant donc, passe dans une seconde étape où il va consommer les aliments pour son groupe, les aliments pour nous. Puis, petit à petit, il va restreindre son registre alimentaire et refuser non, 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 au point qu'il va arriver à un stade bas où il ne mange que du steak haché pour un Français, un peu de purée. Et là, il y a un rapport de force qui s'établit avec la famille, qui s'établit avec les parents. Et ce rapport de force, il est normal. C'est un rapport de force dans lequel l'individu construit et trouve sa place. Il n'aime pas le fromage. Et maman fait une pizza avec une place où il n'y a pas de fromage pour lui. Ah, il a trouvé sa place. Et même son frère va dire « Maman, oublie pas, Léo, de ne pas mettre de fromage pour lui. » Et puis, d'un seul coup, ces choses-là deviennent inutiles et le registre alimentaire se réouvre. Mais il va se réouvrir pas tout à fait au même statut avec ce qui va être le registre alimentaire de l'enfant. Donc vous voyez comment l'alimentation, elle est au service de la construction. Très belle phrase de Mati Kiva, qui est un psychologue français, qui dit comment la personne se construit en mangeant. Et puis, on peut prolonger ce cycle de vie sur la fin de vie. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le moment de la retraite, j'en ai déjà dit 2 mots, et ces institutions médicalisées que sont les maisons de retraite, dans lesquelles nous sommes appelés à passer probablement une partie de notre fin de vie, tellement les sociétés se modernisant, s'individualisant, médicalisent la fin de vie.
Donc, premier point, nous bougeons. Deuxième point, l'environnement. L'environnement social est plus ou moins stable, il bouge. Regardez ici simplement la structure de la société française, exprimée en termes de nombre de salariés ou nombre d'actifs dans le monde agricole. Vous voyez en vert, hein. Vous voyez la tertiarisation de ces sociétés, avec au milieu les employés et les cadres et les professions intermédiaires. C'est-à-dire comment on est passé d'un monde rural à un monde de l'employé de bureau, avec encore un nombre des ouvriers. Mais cette transformation, derrière cette transformation, les contextes alimentaires changent. C'est-à-dire que je ne mange pas au même endroit, je ne mange pas de la même façon. Les horaires de travail n'ont rien à voir. Les horaires qui organisent ma journée n'ont rien à voir. Et puis, il y a la structure des familles. C'est-à-dire, vous connaissez la transition démographique. Ce travail qui consiste à analyser la façon dont on passe des sociétés traditionnelles dans lesquelles on a des hauts niveaux de mortalité compensés par des hauts niveaux de natalité. 7, 8, 10 enfants par femme, qui viennent compenser une mortalité en partie composée de mortalité infantile, d'enfants qui meurent en bas âge, de femmes qui meurent en couche et d'une mortalité épidémique. Et ces sociétés traditionnelles se transformant, arrivant à des sociétés dans lesquelles les taux de natalité ont baissé, les taux de mortalité ont baissé, avec cette situation intermédiaire de la transition dans laquelle on a un décalage entre la vitesse à laquelle les taux de mortalité baissent, qui baissent plus vite, et les taux de natalité qui, eux, mettent plus de temps à baisser parce qu'ils sont contrôlés par des facteurs culturels. La représentation de la féminité, la représentation de la masculinité, l'usage des contraceptifs, l'usage moral des contraceptifs. Est-ce que c'est possible de les utiliser, pas seulement leur disponibilité, mais comment les systèmes de valeurs vont se transformer pour permettre cette évolution. Alors, quelles conséquences par rapport à l'alimentation? Eh bien, la conséquence, c'est qu'on bascule de ce qu'on appelle des familles étendues, dans lesquelles on va avoir sous le même toit plusieurs générations qui vont à la fois organiser la vie domestique, produire, garder les enfants, travailler, générer des ressources, et glissant vers des formes familiales sur le couple, voire des ménages monoparentaux, c'est-à-dire des ménages dans lesquels on va avoir un adulte et des enfants, ou un et des enfants. Parfois, des ménages avec une seule personne. Donc on a une transformation ici des contextes alimentaires absolument radicaux dans les modalités de transmission de la cuisine, dans les modalités d'achat, dans les modalités d'organisation des budgets et de l'alimentation. Et puis je vais faire très très vite ici, mais la modernité alimentaire est traversée par des mouvements. Elle est traversée par un mouvement extrêmement puissant de médicalisation. On va le rencontrer tout à l'heure autrement, mais cette médicalisation, elle a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que, avec la transition, quand on est passé d'ici avec des mortalités très hautes à des mortalités très basses, le statut, la nature même de la mortalité change. Mortalité épidémique, on a vu les femmes en couche, les enfants en bas âge, sensibles lorsqu'ils sont malnutris à des maladies banales, on bascule à une autre situation dans laquelle les causes de mortalité sont des mortalités cardiovasculaires, des mortalités de dégénérescence, des cancers, dans lesquelles l'alimentation est impliquée, mais impliquée sur une échelle temporelle au long cours. C'est-à-dire que les conséquences de l'alimentation au quotidien pendant les 30 et 40 premières années de la vie vont se faire sentir dans la deuxième partie de la vie. Et on voit ce statut de l'alimentation qui change d'une alimentation organisée autour de la quantité, de manger à sa faim, un peu plus qu'à sa faim, pour être mieux nourri et accuser
le choc épidémique, si jamais on est confronté, eh bien voilà que l'alimentation, c'est une alimentation qui va s'inscrire dans l'ordre de la mesure, dans l'ordre de la prévention. Et si entre-temps, l'espérance de vie est passée de 60 ans à 80, 90 ans, eh bien d'un seul coup, il est légitime de réviser un certain nombre de choses qui s'inscrivaient dans les cultures alimentaires. Alors, cette médicalisation, elle est en route. Elle est en route et elle est un puissant moteur de désocialisation de l'alimentation. Et ça va être un des grands enjeux que de, à la fois, accompagner la médicalisation tout en conservant les cultures. C'est bien là que la connexion et que l'enjeu et que l'invention scientifique va devoir avoir lieu. Je sais qu'au Brésil, vous êtes particulièrement en dialogue entre les sciences de la nutrition et les sciences sociales et l'anthropologie. Et c'est pourquoi j'ai tant de plaisir à venir travailler avec vous et à recevoir des étudiants ou des étudiantes brésiliennes à l'Université de Toulouse. Le deuxième point, c'est la judiciarisation. Je fais ça très vite, mais lorsque ma mère allait acheter un poulet au marché, elle l'achetait à des gens qu'elle connaissait. Depuis longtemps, les grands-mères se connaissaient. Moi, j'étais à l'école avec les enfants. Nous étions dans un tissu social qui faisait que l'aliment s'inscrivait dans des jeux d'interaction, dans des codes d'honneur, dans des... Aujourd'hui, je vais au supermarché et je lis des labels, des informations nutritionnelles. Mais je suis dans une... Si je ne suis pas content, je vais faire une class action avec l'association de consommateurs. Mais on est dans un tout autre monde. Vous voyez, le jeu des interactions sociales qui régulait le commerce alimentaire s'est transformé. Alors, pas partout, mais quand même. Patrimonialisation, ça a été évoqué ce matin. Politisation, l'alimentation est devenue un fait politique. Et on conclura sans doute avec ça. C'est quelque chose qui est rentré dans le portefeuille du discours politique et il faut que ça continue. Parce qu'il y a des enjeux qui ne sont pas que des enjeux individuels, c'est des enjeux de choix de société. Et puis, le rapport aux animaux a bougé, s'est transformé dans des sociétés urbaines. Et la mort animale, le killing for food, tuer des animaux pour les manger, est quelque chose qui, dans certaines sociétés modernisées, pose des problèmes. Ça bouge, les individus bougent, l'environnement bouge. Alors, les connaissances nutritionnelles sont-elles définitives? Pour s'amuser, vous connaissez Harvey Levenstein, qui est un historien canadien qui travaille beaucoup sur les États-Unis aussi. Et Harvey Levenstein s'est amusé à analyser les recommandations du ministère de la Santé aux États-Unis, depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. Et dans les années 30, il y a ces recommandations absolument extraordinaires en direction des populations les plus pauvres, et on leur suggère d'éviter les fruits et les légumes avec des arguments reposant sur la science. D'éviter les fruits et légumes parce que, dit-on, ça ne contient que de la cellulose non digestible et de l'eau. Donc ne dépensez pas votre argent pour acheter ça. Et le deuxième conseil qu'on leur donne, c'est acheter plutôt des bas morceaux de viande dans lesquels il y a plus de matière grasse et qui coûtent moins cher. C'est très intéressant cette histoire parce que le modèle scientifique sur lequel reposent ces recommandations, c'est un modèle de la nutrition énergétique. Pour autant, dans les années 30, on a commencé à découvrir la micronutrition. Pour autant, déjà, des articles sont publiés sur les vitamines. Des articles sont publiés dans les revues scientifiques qui laissent penser qu'à côté de la macronutrition, il y a un deuxième niveau qui a aussi beaucoup d'importance. Sauf que dans les agences gouvernementales, où on pense les politiques, eh bien, on est sur la nutrition d'hier. Et ce que va nous montrer Harvey Levenstein, avec ce travail d'érudition historique, c'est qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'est
la science qui avance et sa diffusion à l'intérieur des organismes qui pensent les politiques. Et là, quand on se dit, qu'on regarde ce qui s'est passé dans les années 30, on se dit « Waouh, heureusement qu'ils ne nous ont pas écoutés ». Sauf que ce que nous montre Harvey Levenstein, c'est que ça se passe tous les 10 ans. On peut faire la même démonstration. Des discussions sur la façon de présenter les connaissances. Vous voyez ce dessin d'un journal américain où on voit la conception énergétique de la nutrition. Dans les années 2000, Harvey Levenstein était invité à Paris dans une conférence organisée par l'Institut Danone et il présente ses données. Dans la salle, il y a tout ce que Paris compte d'élégant en matière de nutrition. Et tout le monde rit. Et il y a un collègue qui prend la parole et qui dit « Mais enfin, Harvey, aujourd'hui, nous avons fait de sérieux progrès en matière de nutrition. » Donc avec le sentiment que, oui, nos connaissances aujourd'hui sont établies. Et la réponse d'Harvey Levenstein, c'est « Oui, mais c'est ce que nous disons à chaque fois. » C'est à chaque fois le sentiment que nous avons. Et nous sommes aujourd'hui en train de voir s'ouvrir un champ scientifique, qui est un champ scientifique qui va bousculer également la nutrition, à côté de la nutrition énergétique, de la micronutrition non énergétique. Une couche nouvelle émerge, qui est l'influence des éléments génétiques, qu'on va analyser en détail, sur la performance et l'expression des gènes. L'alimentation n'aurait pas seulement une fonction biochimique, mais a une fonction qui touche l'expression des gènes. Ça, c'était mon introduction. Je vais donc essayer maintenant de voir où se trouve la culture dans l'alimentation. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que les éléments biologiques, psychologiques, sociologiques, culturels sont entremêlés et c'est une des difficultés scientifiques. Vous savez, dans les sciences sociales, vous avez une double tradition. La tradition de Durkheim, qui cherche à repérer des faits sociaux et à établir un espace de causalité dans lequel des faits sociaux sont déterminés par d'autres faits sociaux. C'est ce qu'il appelle l'autonomie du social. Et cette tradition est très puissante dans les sciences sociales, très puissante. Et à côté, il y a une autre tradition, qui est la tradition de Marcel Mauss, qui, dit en passant, est le neveu d'Émile Durkheim. Cette tradition est une tradition de l'articulation, le titre de votre conférence, de l'articulation entre les facteurs corporels, biologiques, les facteurs psychologiques et les facteurs socioculturels. C'est bien évidemment dans ce domaine-là qu'on va cheminer. Mais en même temps, cette question du dialogue entre ces deux traditions de la sociologie est importante. Elle est importante parce qu'elle constitue un des principaux obstacles épistémologiques, à la fois internes dans les sciences sociales et dans le dialogue entre les sciences sociales. La biologie a une prétention légitime à rechercher des lois universelles, c'est-à-dire des lois qui sont valables en tout temps et en tout lieu, même si certains éléments de contextualisation peuvent être introduits. Alors que les sciences sociales, et surtout l'anthropologie, est une discipline qui va s'intéresser aux particularités. Parfait. Aux particularités. Et donc cette question, c'est, premier élément, comment on va articuler cela? Le deuxième problème à lever, c'est celui de la notion de culture au singulier et de culture au pluriel. C'est-à-dire les cultures savantes, les cultures des élites versus les cultures du peuple, mais
les cultures, avec leur diversité, diversité sociale et diversité ethno-culturelle. Regardez cette diversité. Elle explose, elle est incroyable quand on la regarde avec des choses aussi simples que les aliments disponibles dans un pays. Regardez combien nos amis japonais consomment de poissons et de produits de la mer comparés aux Rwandais qui, eux, vont avoir une alimentation qui va être centrée sur les légumineuses et les légumes racines. Ça m'a amené à proposer une théorie de l'espace social alimentaire, dans le sillage des travaux d'un anthropologue spécialiste de l'Asie, qui s'appelle Georges Condominas, qui consiste à essayer de comprendre ce qui peut relever du culturel et ce qui relève du biologique. Alors, première situation, c'est de prendre acte que le statut d'omnivore fait peser sur l'homme des contraintes biologiques, mais qui ne sont pas tellement compliquées. Il y en a 3. La première contrainte, c'est la contrainte liée aux acides aminés et à l'incapacité des hommes à synthétiser un certain nombre d'acides aminés qu'on a appelés les acides aminés indispensables. Lysine, isolysine, tryptophane. Mais biologiquement, on peut trouver ça dans un très grand nombre d'aliments. On peut trouver ça dans du serpent, on peut retrouver ça dans du bœuf, dans des œufs, dans du lait, dans du chien, dans du porc. On peut trouver ça dans des céréales, on peut trouver ça dans des légumineuses, et même si les céréales et les légumineuses ont une qualité biologique inférieure, si on les mange en même temps, eh bien, on a des combinatoires, des complémentations des acides aminés, et l'anthropologie nutritionnelle a mis au jour cette sorte de talent des cultures d'avoir, partout dans le monde, réussi à opérer des ajustements, des combinatoires, sans avoir même les notions scientifiques pour les établir. Donc vous voyez ici des contraintes, mais un espace de liberté. Ces contraintes s'imposent avec une certaine lâcheté au sens de pas de façon stricte. Deuxième facteur, je vais un peu vite, c'est les acides gras. On ne peut pas synthétiser certains acides gras et il faut qu'ils soient présents avec une certaine régularité dans la ration. Mais ils peuvent venir de différents endroits. De matières grasses laitières, de produits végétaux, de poissons. À nouveau, il va y avoir des jeux de qualité qui sont discutables. Mais à nouveau, un espace de liberté. Le troisième élément, c'est l'incapacité à stocker certains éléments de la micronutrition, des vitamines et des éléments minéraux, ou la nécessité d'avoir simultanément dans la ration des éléments minéraux qui sont présents pour que l'assimilation s'opère. Vous voyez ces 3 catégories de contraintes que la nutrition moderne analyse de mieux en mieux. Laisse un espace de liberté dans lequel les cultures vont jouer pour construire de l'identité et de la différence. Que je mange du porc ou que je n'en mange pas, ça n'a aucune conséquence biologique. Que je mange du chien ou que je n'en mange pas, en tout cas à court terme, ça n'en a aucune. Que je sois végétarien ou que je ne sois pas végétarien, c'est une liberté de choix. Et donc les cultures vont s'emparer de cet espace de liberté pour créer de l'identité, de la différence, de la dynamique sociale. Le deuxième jeu de contraintes vient des contraintes écologiques. C'est-à-dire que il y a des milieux qui sont plus ou moins généreux. Il y a des milieux dans lesquels on a à tendre la main et la nourriture est là. Et il y a des milieux dans lesquels il faut produire la nourriture, parfois de façon compliquée, avec des cycles climatiques extrêmement lourds. Et de façon absolument incroyable, l'espèce humaine a peuplé le globe dans des endroits absolument improbables. Le Groenland,
les Esquimaux, qui vont jusqu'à consommer l'intérieur de l'estomac des animaux parce qu'il y a du plancton, parce qu'ils vont y trouver des éléments de l'alimentation qu'ils ne vont pas trouver dans des végétaux. Ils vont manger le foie cru, ils vont opérer, en fin de compte, une intelligence nutritionnelle. Ces contraintes écologiques sont, dans la plupart des sociétés, transformées en contraintes économiques. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité en matière d'alimentation, c'est une histoire du desserrement des contraintes écologiques par l'apprentissage du stockage, par le déplacement des animaux, par le déplacement des produits alimentaires, et pour transformer les écosystèmes, parfois extrêmement radicalement. Si je me promène de Toulouse à Montpellier, ce que je vois, c'est des vignes, des champs de blé et des prairies dans lesquelles paissent des bovins. Ça n'a rien à voir avec l'écosystème historique. C'est parce qu'une société qui voulait manger du pain, boire du vin et manger de la viande s'est installée ici que l'écosystème a été façonné par la culture. Alors, où est-ce qu'on va lire l'influence du social dans cet espace de liberté? La première chose, c'est dans l'ordre du mangeable. Je mange du chien ou je ne mange pas de chien. Je mange du bœuf ou pas de bœuf. Je mange du porc ou pas de porc. Et on voit comment les religions vont s'emparer de cette question pour constituer de la différence et de l'identité. Mais au-delà des religions, les sociétés, à l'échelle de micro, à l'intérieur du Brésil, la feijoada, qui va être légèrement différente à tel endroit ou à tel endroit, la recette de votre grand-mère, qui signe des identités, des micro-identités. Et on voit comment ces jeux sociaux vont s'articuler. Ordre du mangeable, je vais vite, l'organisation du système alimentaire, la cuisine. La cuisine, rappelons simplement cette belle phrase de Claude Lévi-Strauss, qui disait « La cuisine, c'est ce qui articule le naturel et le culturel. C'est ce qui permet de transformer des aliments biologiques en des objets culturels que je peux consommer et qui vont participer à l'entretien de mon identité sociale. Les habitudes de consommation, à quelle heure on mange, comment on mange, avec les doigts, avec des baguettes, avec des fourchettes. Tout ça s'inscrit dans les dimensions sociales. La temporalité entre les Espagnols et les Toulousains, on est à 3 heures de voiture et on n'est pas du tout dans le même monde. On ne mange pas du tout à la même heure. Lorsqu'on fait des travaux de recherche avec mon ami Contreras à Barcelone, que si je vais à Barcelone en voiture, quand j'arrive, on commence à travailler, on travaille, et on va passer à table à 2h30, 3h. Ça fait un long moment que j'ai faim. S'il vient à Toulouse, il arrive à 11h et déjà à midi, on parle d'aller au restaurant. Et vous voyez comment nous vivons dans la même Europe et nous ne vivons pas dans le même temps alimentaire, pas dans le même temps social. Les espaces de différenciation sociale à l'intérieur de la même société, entre les pauvres, les riches, des espaces politiques. L'alimentation, c'est aussi un lieu où s'expriment les formes de choix de société et de militantisme. Alors, une fois qu'on a fait ce travail un peu scolaire, de repérer ce qui est façonné par le social, eh bien alors on peut commencer à penser l'interaction et à penser la façon dont ces choix culturels ont une influence sur le biologique. Et ça va être, ce qu'on va voir tout à l'heure, le formidable développement de l'épigénétique. Et de l'autre côté, ce sont les influences sur l'environnement. Nos amis japonais adorent les baleines, mais pour les manger, hein. Et c'est un big problème pour les baleines. Nos amis chinois adorent les ailerons de requin, et si vous mariez votre fille, avoir une soupe aux ailerons de requin, c'est un des grands marqueurs des événements sociaux de la vie du Chinois, sauf qu'avec l'émergence d'une classe moyenne en Chine, c'est un gros problème pour les requins. Et les requins, ils ont une place dans l'écosystème
Et c'est un problème pas seulement pour les requins, c'est un problème pour nous tous. Donc on voit comment des choix alimentaires vont avoir des conséquences environnementales, et la question du choix des protéines devient, avec la problématique de nourrir l'humanité, une des problématiques centrales, contrôlées par des facteurs culturels. Juste peut-être, comment définir un modèle alimentaire à partir de cette théorie? Un modèle alimentaire peut se définir comme une configuration particulière de l'espace social alimentaire, c'est-à-dire un ordre du mangeable, c'est-à-dire des systèmes de production, c'est-à-dire une cuisine, c'est-à-dire des temporalités, etc. On vient de voir le social dans l'alimentation, mais on va voir comment le social, comment l'alimentation est prise dans des processus sociaux. Le premier élément, c'est que on a un peu aperçu tout à l'heure avec la néophobie comment l'alimentation participe de la construction des identités. Au quotidien, un gamin sans discours, en imitant papa et maman, les frères et sœurs, etc., incorpore le système de valeurs de sa société. Parce que manger, les manières de table sont des mises en scène concrètes des systèmes de valeurs des sociétés. La place des hommes, des femmes, la hiérarchie sociale, la préséance, la place de l'individu versus le groupe, tout ça, ça s'apprend sans parler, en mangeant. Transmission intergénérationnelle, conflit intergénérationnel, refus d'un certain nombre de valeurs incarnées par la table, réorganisation de ces systèmes de valeurs à travers les générations. Mais l'alimentation, ça crée des liens sociaux. Mangeons ensemble, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et on mange ensemble pas seulement pour se substanter, c'est parce que, à travers l'alimentation, se crée quelque chose entre nous. Il peut y avoir une alimentation qui est à l'intérieur de la même société, façonnée par le genre, les religions, l'âge, l'échelle sociale, les cultures régionales, le degré d'urbanisation. Et je terminerai par le support social, c'est-à-dire le nombre de personnes avec qui vous êtes en connexion et qui participent à des petits coups de main, des cadeaux, des aides réciproques, dans lesquelles l'alimentation joue aussi un rôle. Vous savez, dans la précarisation des sociétés, l'aide alimentaire, qui est une aide alimentaire entre personnes de proximité, on ne donne pas de l'argent, on donne autre chose, on donne un coup de main, et ce sont des formes d'aide qui sont particulièrement utiles dans l'analyse des situations précaires. Mais manger, c'est le résultat d'un ensemble d'interactions sociales. Manger, c'est un événement social. C'est un événement social parce que vous négociez ce que vous achetez, vous négociez ce que vous cuisinez, vous négociez comment vous mangez, en permanence. Vous allez faire des courses et votre mari vous dit « Achète-moi mes yaourts ». Pas les vôtres, les siens. Et les gamins, ils veulent leur dessert ou leur... Vous voyez comment, ici, des choses s'expriment à la fois dans une dialectique entre le collectif et l'individualisé. Et partout, des gatekeepers. Les gatekeepers, c'est Kurt Lewin qui nous a montré leur importance, avec cette vision un peu traditionnelle de l'Amérique des années 50 ou des années 30, même quand il démarre, dans lequel le gatekeeper de l'alimentation, c'est la ménagère, qui achète pour la famille. Combien les choses ont bougé, changé, transformé, même si, dans la répartition des rôles, il y a encore du travail à faire. Mais l'alimentation, c'est un espace où s'expriment des liens de proximité et de distance. Si je vous invite à boire un verre, ce n'est pas du tout la même chose que si je vous invite à manger. Si je vous invite à manger au restaurant ou chez moi, ça n'a pas du tout le même sens. Si chez moi, vous mangez dans le jardin, ou si vous mangez dans la salle à manger, ou si vous mangez dans la cuisine, à la bonne franquette,
ça n'a pas du tout la même signification. Et nous utilisons tous en permanence cette signification de la proxémique alimentaire pour dire aux autres comment on est content de les recevoir, comment on les tient, on les honore, comment on les tient à distance, comment on accepte de cheminer vers eux. Et nous ne mangeons pas seulement pour avoir des nutriments. Tout ça, ça s'inscrit dans ces différents niveaux. Manger, c'est établir un lien consubstantiel, c'est établir une communauté de chair, et de ceci découlent deux conséquences. Il existe des dispositifs de régulation sociaux à étudier dans la manière dont ces rapports de proximité, ces rapports de don et de contre-don s'opèrent à l'intérieur, à la famille, dans la famille et dans le réseau de proximité. Et puis, sans doute, les sociologues, on a un défaut, on a un peu trop chanté la convivialité pour marquer l'importance. Mais un repas, c'est un événement, excusez-moi, un repas, c'est un événement qui peut être désagréable. Il y a des repas qui sont absolument géniaux, les repas amicaux, mais il y a des repas en famille où c'est terrible. Terrible, parce qu'il y a des rapports de force, parce qu'il y a des conflits à régler, et parce qu'il y a des rapports d'éducation à régler. Et que ces rapports de force débouchent sur, parfois, des troubles du comportement alimentaire. Je ne peux pas manger en face de lui ou d'elle. Tu m'as coupé l'appétit. Oui, comment cette question de la socialisation va jouer. Alors, je saute ça. Juste pour dire que la socialité, elle a deux mouvements. Elle entraîne, on a mis beaucoup l'attention là-dessus, la socialité positive, mais la socialité, elle peut ralentir. Et là-dessus, il y a des travaux qui commencent à se développer pour mesurer l'influence du social. Alors, retour sur la question de départ. Je vais sauter ça. Comme vous êtes sympathique, je vous le laisserai. Et je vais passer aux enjeux sanitaires. Nous avons, avec un de mes anciens doctorants, Tristan Fournier, fait un travail de veille depuis quelques années sur le développement des connaissances en épigénétique et en nutrigénétique, nutrigénomique, cette influence. Un travail de sociologue des sciences, qui observe les productions scientifiques, qui analyse les controverses, qui analyse les enjeux sociaux de ces évolutions. Alors, rappelons-nous, le séquençage du génome humain, qui a coûté très cher, a été justifié au moment où on l'a financé par la possibilité de nouvelles stratégies médicamenteuses ou de traitements thérapeutiques. C'est plutôt la déception qui est au rendez-vous. Déception de se retrouver face à des connaissances, mais une difficulté de leur application, sauf sur un point. Le fait qu'on a découvert que le génome, c'était un niveau du problème, mais qu'au-dessus du génome, il y a quelque chose d'autre qui vient bouger, activer, désactiver le génome. On le savait un peu, bien sûr qu'on le savait. Alors, je vais un peu vite. Ce personnage, c'est un de mes nutritionnistes favoris. C'est quasiment du poil à gratter, ce personnage. Hein. Petrus Krabanek, dans un livre absolument extraordinaire, La fin de la médecine à visage humain, était un des grands critiques de l'émergence de la médecine moderne. Et il annonçait peut-être quelque chose qui pourra peut-être se faire, la nécessité d'une médecine plus individualisée, plus personnalisée, en disant que les prescriptions générales qu'on avait dans un certain niveau de la santé publique étaient aussi stupides qu'inquiétantes. Alors, l'influence des génomes et de l'alimentation, elle s'opère en deux temps, c'est-à-dire que
il y a un effet de ce qu'on mange sur l'expression de nos gènes, et puis il y a la conséquence de nos gènes sur notre performance alimentaire. Mais l'épigénétique, donc, elle avait été découverte dans les années 42 par un Américain, Conrad Waddington, qui avait repéré au-dessus du génome l'existence d'une couche supplémentaire. Et cette couche, elle est principalement caractérisée par le phénomène de méthylation d'un certain nombre de liaisons. Et ces méthylations semblent éteindre ou allumer selon un système qui ressemblerait à des interrupteurs pour allumer la lumière ou éteindre la lumière, même s'il y a des discussions chez les spécialistes, est-ce que c'est un interrupteur on-off ou est-ce que c'est un interrupteur qui marche selon un dispositif en continu qui va du plus au moins. La science va arbitrer cette question, peut-être avec l'existence des deux phénomènes concomitantes. En fin de compte, 3 fenêtres se sont ouvertes. La première fenêtre, c'est celle de la nutrigénétique des populations, c'est-à-dire de l'influence de ce qu'une population a mangé sur le portefeuille de gènes présent dans la population. Cette question, elle est très très intéressante parce qu'elle nous ramène direct sur les cultures. Car ce qu'une population a mangé, c'est ce que cette population définissait comme son espace social alimentaire. Le porc, pas le porc, le chien, pas le chien, blablabla, blablabla. Et donc on a ici une situation moderne absolument incroyable avec les migrations, les déplacements plus rapides, où vont s'entremêler les différentes populations et leur portefeuille de gènes. La deuxième fenêtre, c'est l'épigénétique. Au début, on a pensé que ce qui se passait dans le ventre de la mère, ce que mangeait la mère, et les émotions, le stress de la mère pendant la grossesse, avaient une influence sur la santé au long cours de l'enfant. Pas seulement le poids de naissance, pas seulement la santé au tout début, non, la santé au long cours. Avec l'idée qu'il allait sans doute y avoir à comprendre des rythmiques, des fenêtres, au cours desquelles l'influence allait porter sur différentes dimensions de la santé. Puis, la troisième dimension, c'est la nutrigénomique, c'est l'influence de ce que vous mangez au cours de votre vie et sur l'expression de vos gènes qui évoluent au cours de votre vie. Sachant que le vieillissement se caractérise entre autres par le fait qu'un certain nombre de gènes cessent d'être actifs. Les cheveux ont été noirs à une certaine époque et les gènes qui contrôlaient la couleur de mes cheveux, petit à petit, se sont arrêtés de la contrôler. De ces 3 fenêtres, alors, on a un temps pensé que les traces épigénétiques qui se créent au moment de la grossesse marquaient l'individu. Et là, on pensait qu'au moment de la méiose, c'est-à-dire au moment où se divisent pour créer les gamètes, le patrimoine du père et le patrimoine de la mère, il s'opérait un nettoyage épigénétique des gènes, toutes les traces disparaissaient, et donc l'enfant repartait avec un système propre. En fait, c'est plus compliqué que ça. Un certain nombre de traces épigénétiques semblent passer les générations. Et on a ici une effervescence scientifique qui avance beaucoup, très rapidement. Alors, ce qui est d'intéressant dans cette histoire, c'est que l'épigénétique est de nature à nous permettre de comprendre un certain nombre de questions essentielles, comme la variabilité individuelle de notre rapport aux aliments, de notre relation à la digestion, de notre rapport aux aliments, les questions de goût ou de dégoût. Les questions de goût ou de dégoût peuvent être interprétées en termes psychologiques, psychoanalytiques, culturels,
Mais ils peuvent aussi être interprétés comme reposant pour une part sur des bases épigénétiques, qui renvoient peut-être à des réalités ou à des dimensions que l'on découvrira et qui font que l'individu se tient à l'écart d'un certain nombre d'aliments pour des raisons qui ne sont pas seulement de l'arbitraire des cultures ou de l'histoire personnelle. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à travers les controverses, aujourd'hui, l'élargissement de l'influence de l'épigénétique s'est opéré sur l'après-naissance et plus encore, aujourd'hui, l'explication épigénétique, c'est-à-dire l'explication de l'allumage ou pas des gènes, est en train de coloniser ce qui était la nutrigénomique, c'est-à-dire l'influence de l'alimentation sur l'expression des gènes. Nos connaissances sur cette question ont donné naissance à un programme de l'OMS qui s'appelle le programme des 1000 premiers jours de la vie. Ces 1000 premiers jours de la vie, ici, développent l'idée que si on est très attentif à ce qui se passe au moment de la grossesse, puis au début, alors on a un effet extrêmement important sur la santé des populations. Du point de vue théorique, ce à quoi nous avons assisté à un tournant qu'on peut qualifier d'environnementaliste. C'est-à-dire que les théories de type déterministe génétique se sont petit à petit transformées en des théories de l'interaction entre l'environnement, mais cette fois-ci, pas seulement un discours de l'interaction, parce qu'avec les traces épigénétiques, il y a un matériau empirique sur lequel, de part et d'autre de la frontière qui sépare les sciences biologiques et les sciences sociales, il est possible de construire des discussions. À l'échelle historique, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé très souvent. Edgar Morin est mon directeur de thèse. J'ai biberonné avec lui à la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité. Et Edgar Morin était, parmi les sociologues français, à la fois respecté, mais beaucoup de ses collègues considéraient qu'il était plus philosophe que sociologue, scientifique, et le critiquaient un petit peu quand même, disant je fume un peu trop là, et je vois qu'on parle de la même chose. Donc, en fin de compte, rappelez-vous, c'est un texte écrit, Le paradigme perdu, dans les années 70. Je prends 2 minutes. Comment ne voit-on pas que ce qui est le plus biologique, le sexe, la mort, est en même temps ce qui est le plus imbibé de symboles, de culture, nos activités biologiques les plus élémentaires, le manger, le boire, le déféquer, sont étroitement liées à des normes, à des interdits, à des valeurs, à des symboles, à des mythes, à des rites, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus spécifiquement culturel. Eh bien, cette question de l'interaction entre le biologique, le psychologique, le social, le culturel, c'est ce que Morin présentait comme faisant système. Non seulement c'est une idée théorique, qui était une exploration théorique à l'époque de Morin, mais avec l'avancée de l'épigénétique, voilà que des données empiriques, scientifiques, sur lesquelles différentes disciplines peuvent établir un consensus ou réfléchir à l'établissement d'un consensus empirique, se mettent à jour et se mettent à disposition pour donner un autre dialogue scientifique et créer les conditions d'un autre dialogue interdisciplinaire. Alors, ces enjeux, c'est qu'il y a des tests nutrigénétiques à vendre sur Internet. Ne dépensez pas votre argent, il repose sur un paradigme déjà dépassé.
Si vous voulez applaudir, vous pouvez. Hein. Non, je voyais une collègue qui était là disant, bien évidemment, ce modèle ne sert à rien. Ce qu'on va vous donner, c'est des choses que vous pouvez lire dans tous les manuels de santé publique, manger des fruits et des légumes, etc. Pourquoi ? Parce qu'il repose sur un paradigme ancien, qui est un paradigme de type nutrigénétique et non pas épigénétique. Le problème, c'est que, c'est pas un problème, c'est que les tests vont devenir de moins en moins chers. Vous voyez, le coût du séquençage du génome, c'était des millions de dollars. Aujourd'hui, on est pour séquencer un génome, il faut 1000 $. Et on pense qu'on va être assez vite à 50 $, et peut-être même, dans quelques années, à 20 $. Ça veut dire que tout le monde va pouvoir accéder à ce genre d'informations. Ça veut dire que les paradigmes, aujourd'hui dépassés, vont évoluer. Et la question se pose, alors ça c'est les 1000 jours dont j'ai parlé, dans l'OMS, on voit qu'il y a une effervescence là-dessus. La question se pose, c'est comment on va faire ces tests-là. Il y a un des débats, par exemple, c'est on peut faire des tests épigénétiques. Et ceci, c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire l'état du génome. Le problème, c'est que votre épigénome bouge. Et votre épigénome bouge dans votre vie, et il bouge à cause de deux facteurs. Le premier facteur, c'est que vos cellules se reproduisent. Et la copie de l'épigénome n'est pas très fiable. Donc à l'échelle de la vie de la cellule, on a un premier problème. Et on a un deuxième problème, c'est qu'à l'échelle de la vie, donc, il évolue. Il évolue également en fonction de l'endroit où on va prélever les traces, le sang, la salive, différents endroits. Donc aujourd'hui, la technologie pour faire des tests épigénétiques ne sont pas tout à fait au point. Rassurons-nous, les enjeux économiques sont tels que, vu la baisse des coûts de production des tests, c'est des choses qui vont être possibles. Alors ces choses qui vont être possibles, elles changent beaucoup de choses. Elles vont changer les relations entre les mères et les enfants. Je suis malade. Et on établit aujourd'hui clairement que ce qui s'est passé pendant la grossesse a des conséquences. Génial. Que ce qui s'est passé pendant la grossesse a des conséquences sur ma santé. Mon rapport à ma mère, y compris ma mère, sa propre culpabilité, indépendamment d'éventuels reproches ou pas que je pourrais faire. Je peux parfaitement accepter l'idée que ma mère ne savait pas, que c'était une autre époque et que c'est comme ça. Mais ma mère peut, a posteriori, se sentir coupable d'avoir mangé ceci, bu cela, fumé cela, au moment où elle m'attendait. Donc vous voyez comment ces questions de responsabilité incluent des questions de judiciarisation de la responsabilité, qui vont changer la donne dès lors qu'on sait, pour les populations futures. Je ne sais pas, il y a beaucoup de femmes dans la salle, je ne suis pas sûr que les femmes avaient tellement besoin de responsabilités supplémentaires. Dans les rapports aux enfants. Alors, il y a des scientifiques qui sont pour l'égalité des sexes et qui essayent de montrer que la qualité du sperme est aussi déterminée par ce que mange le père dans les semaines qui précèdent, etc. Enfin, la responsabilité n'aura pas la même puissance. Ça introduit de nouvelles temporalités alimentaires. Voilà que l'horizon de l'alimentation énergétique, l'horizon de l'alimentation préventive, se couple de notre horizon qui est l'impact sur la génétique. Waouh, quelle fantastique évolution! La nutrition
devient multitemporelle, avec une influence multitemporelle. Ça a des influences en matière de santé publique. Voilà que ces théories se mettent à abîmer, sinon invalider, les actions de santé publique en population générale. En tout cas, à les relativiser sérieusement. Et pousse l'idée de stratégie en cible, c'est-à-dire de stratégie qui concerne des individus ayant des caractéristiques particulières. Ce qui me semble le plus intéressant, j'ai mis la figure de Jean Trémolière, qui est le fondateur de la nutrition humaine en France. Jean Trémolière fait partie de cette génération de médecins qui étaient d'abord philosophes et qui faisaient de la médecine après avoir fait de la philosophie, et qui avaient une culture d'humaniste. On peut dire que il y a une réflexion chez Trémolière sur la variabilité individuelle des compétences digestives qui me semble avoir en partie disparu lorsque la nutrition s'est scientifisée. Voilà que peut-être l'épigénétique pourrait renouveler scientifiquement cette question. Alors, c'est très intéressant cette avancée de la science, mais elle va encore pousser l'individualisation de notre rapport à l'alimentation. Ou pour une part, elle va le pousser. Et elle va tendre, d'une certaine façon, cette opposition entre ma santé à moi, définie par mes facteurs de risque à moi, et de l'autre côté, manger ensemble avec ceux avec qui je partage ma vie, qui peuvent ne pas avoir les mêmes facteurs de risque, et qui peuvent... Comment je vais manger la feijoada si ce n'est pas pour moi un facteur de risque, et c'en est un pour ceux avec qui je partage ma vie? Il va falloir être un peu inventif. Le quatrième point, et j'en arrive à ma dernière partie, c'est l'influence de la culture sur la santé de la planète et sur les enjeux environnementaux. Alors on a tous participé, et ça sera encore discuté par des spécialistes cet après-midi ou demain, la question de l'impact écologique à l'échelle de notre génération. Moi, j'ai le souvenir du premier cours d'écologie à l'université de Toulouse dans les années 70. Et d'un seul coup, l'horizon de la vision du monde changeait. Moi, j'avais appris qu'il y avait des animaux qui étaient utiles et des animaux qui étaient nuisibles. Et les nuisibles, il fallait les tuer. J'avais appris qu'il y avait des espèces biologiques qui étaient pas bonnes et d'autres bonnes, végétales. Puis mon horizon, c'était ma ville, ma région, peut-être la France. Je savais que le monde existait, mais c'était loin, là-bas, au Brésil ou en Chine. Et d'un seul coup, l'écologie rétablissait des liens entre les différents niveaux du vivant. Et l'idée que la planète était interdépendante, que les espèces étaient interdépendantes, et que nous étions, nous, dépendants de cet environnement-là, pas seulement les patrons qui tuaient les taupes ou qui décidaient de ce qui allait être bon ou pas bon, mais qu'il y avait un ordre, une organisation, un système qui fonctionnait. Et d'un seul coup, la question de la biodiversité est apparue comme une qualité, et elle a pris la place de cette répartition entre le utile et le pas utile. Alors ça a eu plein de conséquences, on s'est mis à protéger la nature, à arrêter de chasser les safaris et de faire des photos. Il y a eu plein d'évolutions, mais l'évolution la plus extraordinaire, elle s'est passée ici, à Rio, lors du sommet de 1992. C'est lorsque, au sommet de 1992, on a introduit la notion
ici comportement des sociétés comme un élément qui allait être déterminant de la protection ou pas de la biodiversité. Et petit à petit, l'idée qu'il existait en parallèle avec la biodiversité une ethnodiversité, c'est-à-dire différentes manières de gérer la relation au milieu, la relation à l'alimentation, l'organisation des sociétés, laissez-moi dire l'espace social alimentaire, une diversité de ces cultures alimentaires, de ces espaces sociaux alimentaires. Et que cette diversité, elle devait être protégée, d'abord désignée comme telle, puis protégée, encouragée. Mieux, elle constituait un capital, un patrimoine de l'humanité. Et qu'à ce titre, nous avions une responsabilité. Le nous, c'était les anthropologues, les paysans, tous ceux qui avaient des savoir-faire concernant cette diversité. Diversité de savoir protégeant une diversité écologique. Petit à petit, cette question de la diversité va monter en charge, faire débat, mais monter en charge jusqu'à arriver dans les parties les plus savantes de l'anthropologie et ouvrir un certain nombre de réflexions sur les relations entre les connaissances et la gestion de l'environnement, avec cette fameuse notion d'empreinte écologique. Alors, ça a amené l'UNESCO, c'était signalé tout à l'heure en introduction, à développer ce programme de patrimoine immatériel, dans lequel la question de l'alimentation a réussi à rentrer. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. J'ai un peu participé aux travaux français. Des débats avaient lieu en France, très clairs, entre est-ce que la gastronomie française doit être reconnue par l'UNESCO? Est-ce que c'est le rôle de l'UNESCO de faire ça? Est-ce que l'UNESCO n'a pas mieux à faire et à s'intéresser à des choses qui sont en danger plutôt que la gastronomie française? Et un certain nombre de mes collègues étaient sur cette ligne-là. Et j'étais plutôt sur la ligne de, c'est pas tellement la gastronomie française, c'est qu'on est en train de mettre le pied dans la porte pour dire l'alimentation, c'est un fait de culture et il doit être reconnu comme tel. Et derrière la gastronomie française, ou en même temps, ça a été le régime méditerranéen, même s'il y a des débats dessus, ça a été la cuisine mexicaine, d'une certaine partie du Mexique, et maintenant un grand nombre d'aliments, de pratiques alimentaires, de pratiques culturelles liées à l'alimentation reconnues. Oui, c'était bien que nous mettions le pied dans la porte pour ouvrir cette dimension de patrimoine immatériel à la cuisine. Et j'ai vu que dans le programme, il y avait des gens quelqu'un de Slow Food qui a nous parlé d'un mouvement très enthousiasmant qui travaille sur ces questions-là. Alors, le vrai challenge qui va faire l'agenda dans les années qui viennent, c'est le challenge de nourrir l'humanité. On se rappelle comment Malthus, par cette théorisation des relations entre l'évolution de la démographie et l'évolution de la production des ressources alimentaires, a d'une certaine façon fondé les sciences sociales, fondé une réflexion, on peut dire, politique des sciences sociales. Et sa théorie consistait à dire la population croît selon une fonction géométrique alors que la production alimentaire croît selon une fonction arithmétique. À un moment donné, ces courbes vont se croiser, on appelle ça la trappe de Malthus, et à ce moment-là, Malthus nous dit, eh bien, des guerres, des grands moments de malheur vont être l'actualité de l'humanité. Fonction géométrique, fonction arithmétique. Vous voyez que des données donnent raison aux théories de Malthus. Vous avez ici l'évolution sur une échelle longue des populations. Vous l'avez sur une échelle plus courte.
qu'il me soit permis ici de saluer Josué de Castro, un des grands intellectuels brésiliens, auteur de la géographie de la faim, qui est beaucoup plus qu'une géographie. C'est une anthropologie au sens large du terme. Cette question a été prise en main par des générations de gens responsables. Et on a vu que cette question, elle a été la fameuse trappe, le moment où se croisent les courbes, eh bien, elle a toujours été rejetée dans le futur. Vous avez par exemple un livre qui est écrit au sortir, non, pendant la guerre 42, c'est pas Josué de Castro, c'est un auteur allemand qui écrit un livre dont le titre c'est « Du pain pour 3 milliards d'hommes ». Alors le titre est absolument extraordinaire. D'une part parce qu'il est marqué par un ethnocentrisme de bon ton, du pain, comme si l'humanité mangeait du pain. Les Européens mangent du pain, mais on mange du riz, on mange plein d'autres choses que du pain. Et pour 3 milliards, on voit que nous sommes passés bien loin, bien au-delà de ces 3 milliards. Donc cette question, elle est importante, elle est dans l'agenda, elle a eu une particularité, c'est au moment des émeutes de la faim, une montée elle a montré que à partir de 2011, des mouvements spéculatifs, des mauvaises récoltes dans 3 régions particulières vont avoir des effets sur toutes les couches pauvres d'un très grand nombre de pays, mettant dans la rue un certain nombre de personnes. Alors, les conséquences, c'est que dans un grand nombre de pays, la question de la malnutrition cohabite avec celle de malnutrition en termes de manque de nourriture, cohabite avec l'obésité, malnutrition en termes de suralimentation. Pourquoi nous avons un rôle à jouer en matière de culture ? Parce que la théorie dominante chez les administrateurs de cette question, jusqu'à un passé récent, de la FAO, des grandes organisations internationales, c'est qu'il existe ce que l'on appelle une théorie de la modernité convergente. Je vous la fais voir ici. Vous avez en abscisse la quantité de calories et vous avez en ordonnée le rapport entre les calories d'origine animale et les calories d'origine végétale. Vous voyez, toutes les flèches vont à peu près dans le même sens. On peut tracer une ligne. Et on a ici simplement, si vous mettez vous masquez les évolutions, vous voyez ici les flèches, comment il y en a certaines qui sont comme ça, comment il y en a qui sont comme ça. En réalité, ce qui m'intéresse en tant qu'anthropologue, c'est ces phénomènes-là, ces signatures particulières des sociétés qui ne bougent pas dans le même sens. Ce que tout à l'heure, on appelait l'empreinte anthropologique. Ça nous permet de revenir sur ce modèle. Il me faut 4 minutes et demie. Vous avez ici le modèle de Malthus. Simplement, j'ai fait une chose, j'ai changé, non pas par la population, mais j'ai introduit la notion de besoin alimentaire. Le besoin alimentaire, c'est ce qui est défini par un nombre d'individus, c'est-à-dire une population, plus ce qu'ils consomment, c'est-à-dire le modèle alimentaire de cette population. Et on voit que dans ce cas-là, les leviers d'action ne sont pas seulement les leviers classiques de la productivité agro-industrielle, mais ils sont aussi la façon dont les modèles alimentaires peuvent évoluer, peuvent bouger, et comment ce que nous mangeons est produit. Dans le modèle du développement durable, si on introduit, en plus du social, de l'économique et de l'environnemental, le culturel, alors on voit 2 cadrages complémentaires. Le premier cadrage, c'est celui de la macroéconomie et de l'agronomie, qui regarde le monde comme un système de production. Et de l'autre côté, on a le modèle socio-anthropologique qui étudie
l'originalité de la relation d'un groupe à son milieu. C'est l'empreinte écologique. Ceci, ce n'est pas une curiosité culturelle. Ceci, c'est une ressource. Les modèles alimentaires, dès lors, cessent d'être seulement intéressants parce qu'ils témoignent de notre art de vivre, parce qu'ils témoignent de notre histoire, parce qu'ils témoignent de notre savoir-être, mais ils sont également une ressource dans l'usage que l'on a de l'environnement. Si nous mangeons tous demain du pain et de la viande au milieu, alors nous avons tous nos œufs dans le même panier. Que des problèmes climatiques, politiques, géopolitiques viennent bousculer la capacité à produire ces quelques aliments qu'on va manger, et alors, c'est d'autres grands malheurs qui nous concernent. La diversité des modèles alimentaires est une manière d'affronter le challenge de la faim. Retour là-dessus, mais ça bouge, ça évolue. Et donc, il faut pouvoir introduire la compréhension de la transformation des modèles alimentaires. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il est temps de faire un travail d'inventaire. Il est temps de faire un travail d'inventaire main dans la main entre nutritionnistes, anthropologues, sociologues, historiens, de façon à mettre au jour, au sens archéologique, ce patrimoine, ces patrimoines. Je suis très fier d'avoir dirigé ce livre dans lequel il y a beaucoup de Brésiliens qui ont contribué. Il y a 160 auteurs de par le monde, mais il y en a plus d'une vingtaine qui sont des Brésiliens. C'est ce que je fais dans ce laboratoire en Asie, qui est d'analyser, vous voyez, on travaille sur ce qu'on appelle la transition protéique. Eh bien voilà, les documents que je voulais faire n'y sont pas. Juste, on revient. J'ai pas mal de livres traduits en brésilien. Vous les avez en bas. Je vous invite à les lire. Et pour ceux qui lisent l'anglais, les 2 derniers qui viennent de paraître. Je vous remercie de votre attention. Estamos recebendo perguntas, então gostaria muito da participação de vocês. Temos alguns bons minutos aí para conversar com o professor Jean-Pierre. Quero agradecer muito pelas palavras aqui, acho que é uma grande abertura para esses 2 dias de trabalho. E eu queria colocar uma questão em relação, obviamente, ao Brasil, né? Nós vivemos nos últimos 15 anos talvez uma gangorra, um sobe e desce na questão alimentar, de um período em que o combate à fome se tornou uma política de Estado, uma política, enfim, e a marca também de um governo, e num determinado momento a sociedade brasileira recebeu o anúncio de que estávamos fora do mapa da fome. E nesse mesmo período o acesso ao alimento processado, industrializado, se tornou mais amplo, universal para a maior parte da população, e vivemos uma situação de saída da subnutrição diretamente para a obesidade, né? E agora, nos últimos 2 anos, com a crise econômica, voltamos ao mapa da fome. Então, nós vivemos esse paradoxo, que é comum a outros países em desenvolvimento, de termos, de um lado, uma população cada vez mais obesa, e especialmente as pessoas da elite trabalhando mais a educação alimentar, né? Como disseminar como política pública a questão da educação alimentar no momento em que se inclui tantas pessoas no acesso ao consumo, né? Esse é um grande desafio também de conseguir traduzir políticas públicas para a questão de educação alimentar e de direcionamento para uma nutrição mais saudável. Merci. Le passager clandestin des politiques publiques en matière de nutrition, c'est très souvent le modèle alimentaire des Nord-Américains et des Européens anglophones. Et donc la question est pourquoi? Pour une raison qui est très simple, c'est que
la prétention à l'universalisme de la science est largement contrôlée par l'appareil de publication scientifique. C'est-à-dire un appareil de publication qui est dominé par la pensée anglophone. Alors, je ne sais pas s'il y a une pensée anglophone, mais en tout cas par l'univers universitaire anglophone. Alors, pour quelles raisons je commence comme ça? Eh bien, parce que si on veut avoir quelque chance d'être entendu de façon durable, quand on est sur des messages nutritionnels, il faut avoir conscience de ces dimensions sociales, culturelles de l'alimentation. J'ai démarré avec cette question, comment changer les habitudes alimentaires? Et donc la question, c'est ce passager clandestin qui se traduit par exemple par combien de fois on mange par jour? Je ne sais pas combien de fois on mange par jour. Ce que je sais en tant qu'anthropologue, c'est quand je regarde des sociétés, il y a des endroits où on mange 3 fois, il y a des endroits où on mange 2 fois, il y a des endroits où on mange 4 fois. Que des travaux sur cette question, y compris des méta-analyses sur faut-il manger 2, 3, 4 fois par jour, concluent que à apport énergétique équivalent et à apport qualitatif équivalent, il y a peu d'arguments, blablabla. Sauf qu'on entend quand même un discours sur manger 3 repas par jour. Je vais donner juste un exemple. Je me retrouve, on est au début des années 2000 et je suis sur un programme de recherche sur l'obésité en Polynésie française. C'est des îles du Pacifique. Et je suis sur une île qui s'appelle les Marquises. Et je suis accueilli, il y a une maison d'accueil pour chercheurs de passage. Et c'est pas très grand, hein. Il y a une salle d'attente. Et dans la salle d'attente, il y a un panneau qui dit « Vous voulez maigrir ? Mangez 3 repas par jour et ne mangez pas entre les repas. » Bon. Le soir, je suis invité par le directeur de ce qui est un petit hôpital. Le type est français, marié à une marquisienne, des beaux enfants. Il a les 2 pieds, un pied dans la culture française, un pied dans la culture marquisienne. C'est un métis culturel. Et je lui dis, mais je suis un peu gêné, je lui dis, mais j'ai vu cette affiche là-bas, et puis très vite, il me dit, oui, c'est moi qui ai fait mettre. Un peu fier quand même, son affiche. Et je lui dis, mais pourquoi 3 repas par jour? Et il me dit, tout de suite, il comprend vers où je vais aller, et il me dit, ben, c'est ce que j'ai appris à la fac de médecine. Et en fin de compte, les marquisiens ne mangent pas 3 repas par jour, ils mangent 2 repas par jour. Et on se trouve dans cet univers polynésien entre le temps colonial, qui était un temps de 3 repas, le temps des rythmes sociaux locaux, qui est un rythme de 2 repas, avec un repas du matin qui est très important, vers 10 heures, et puis un repas du soir où on mange les restes du matin. Et on est dans la population alors de la partie urbanisée, qui est celle de Papeete, dans laquelle des gens vont travailler dans les administrations, travailler dans les entreprises. Donc vous en avez certains qui, la semaine, mangent 3 repas par jour, puis le week-end en mangent 2, parce qu'ils reviennent dans le rythme local. Puis il y en a qui, dans la même semaine, font le petit déjeuner, puis à 10 heures, ils s'arrêtent et quand même, ils mangent. Parce que c'est le temps du repas social. Et ceux-là, ils sont plus gros que les autres. Et on voit ici comment l'impact des cultures constitue un élément. Et donc, comment prendre en compte ces messages, les dimensions culturelles, pour adapter les messages. En même temps, la conférence que j'ai faite, c'était une invitation à la prudence sur les messages nutritionnels. Tem 2 questões, acho que se aproximam aqui. A Luciana Cooper pergunta como aproximar a reflexão do tema de cultura e comida da população mais carente, das pessoas que têm menos acesso à informação e efetivamente a alimentos de qualidade. E o Walter Palmieri Júnior
ainda a respeito dessa questão da liberdade, né, que o senhor afirma, ele pergunta, o senhor afirma que a cultura alimentar está relacionada com a liberdade. A cultura alimentar do Brasil foi formada durante os 3 primeiros séculos com a presença da escravidão. Como pensar sobre as particularidades da nossa cultura alimentar por meio da presença da escravidão e a situação periférica do capitalismo, né, de um país periférico no capitalismo? Le transmissaire. Je vais vous faire un aveu. Je trouvais ça extrêmement joli. On repete. São 2 questões que dão sequência à minha primeira questão também, e a Luciana Cooper pergunta como aproximar a reflexão do tema da cultura, do tema cultura e comida da população mais carente. E o Walter Palmieri Júnior pergunta, na verdade, faz a seguinte afirmação. O senhor afirmou que a cultura alimentar está relacionada com a questão da liberdade. A cultura alimentar do Brasil foi formada durante os 3 primeiros séculos com a presença da escravidão, e é daí que vem a nossa feijoada. Como pensar sobre as particularidades da nossa cultura alimentar por meio dessa presença da escravidão e da situação periférica do país no capitalisme? Merci beaucoup de ces questions. D'une part parce qu'elles me permettent de faire le lien avec ce qui manquait dans l'explication précédente. En fin de compte, on mange des nutriments, c'est clair, mais on mange aussi du sens, des choses qui sont des symboles, qui ont une signification. Et notre goût est quelque chose qui doit être façonné, c'est quelque chose qui doit être cultivé. Par exemple, pour les amateurs de vin, je ne sais pas s'il y en a, il y a des vins qui sont des vins difficiles. Par exemple, un de mes vins préférés, c'est le Château Chalon. C'est un vin du Jura. C'est un vin qui sent le rancio, qui sent la noisette, la noix, très fort. Et quand on le goûte, il est un peu sec. Et en général, la première fois qu'on boit ça, on n'aime pas trop. Et donc, il faut apprendre à aimer. Et on apprend à aimer avec des connaisseurs. Et au bout d'un moment, quelque chose que vous n'aimez pas au début, spontanément, est chargé de valeur par l'expérience sociale que vous avez faite. Par exemple, on n'aime pas naturellement le café quand on est un enfant. Le café, c'est pas bon. Sauf que, mon expérience, à 16 ans, 17 ans, on allait au café, il y avait les grands qui étaient en terminale, qui discutaient un peu de philosophie, et là, nous, des petits jeunes, et boire le café, c'était participer à cette communion avec les grands. Manger du piment. Comment, dans certaines sociétés, on apprend à manger du piment? D'abord, on tient à l'écart les gamins, ne mangent pas ça, c'est dangereux. Mais en même temps, le gamin voit tout ce qui se dit et se dit pas, mais s'exprime. Que le piment, ça donne des hommes virils. On ne dit pas le mot. Celui-là, il supporte le piment. Les femmes aussi qui mangent le piment ont un tempérament. Tout ça, ça ne s'exprime pas. Mais l'enfant comprend très bien. Et à un moment donné, voilà qu'il va pouvoir manger du piment un peu. On sait tous ce qui va se passer. Il va avoir mal. Ça va être douloureux. Sauf qu'il devient le centre du groupe et son statut social change. Et il va esthétiser ce qui était douloureux et qui va devenir non seulement bon, beau, mais ça va changer son rapport à l'alimentation. Et donc ces apprentissages, c'est la différence qu'il y a entre, par exemple, un fromage marketing, qui est un fromage qu'on fait et qui plaît un peu à tout le monde sans éducation, et un fromage pour lequel il y a une éducation. C'est-à-dire, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le truc, je commence à l'aimer quand je comprends son histoire, quand il s'inscrit, quand il prend du sens. Et donc la feijoada, bien sûr qu'elle est bonne, mais elle est aussi une histoire d'une communauté, une histoire de quelque chose qui est partagé.
que l'on soit du côté des colonisateurs ou des anciens colonisateurs, ou que l'on soit du côté des colonisés. Et il y a quelques superbes exemples comme ça qui font des aliments des grandes œuvres. Et donc apprendre l'éducation alimentaire, qui est en fin de compte avoir un rapport mesuré avec les aliments, c'est aussi avoir un rapport de signification. Et donc, plutôt que de l'éducation nutritionnelle au sens strict, je militerai plus pour une éducation alimentaire qui laisse une place à la nutrition, mais qui inscrit cette place dans une histoire de l'alimentation, dans une culture de l'alimentation, dans une éducation du goût et dans un apprentissage de ce qui est un goût qui change, qui devient un goût d'adulte, qui est marqué par une histoire et qui se met en communion. Oui, ça fait partie des patrimoines et c'est aussi quelque chose qui est utile à mettre au jour, à articuler avec le discours nutritionnel et à promouvoir. C'est la promotion de ce que l'on aime et l'apprendre à aimer, c'est beaucoup plus efficace que de sataniser tel ou tel type d'aliment, car en le satanisant, on le rend attirable. Muito obrigado. Eu vou fazer uma última pergunta, acho que nós não vamos ter mais tempo para mais questões, mas ficou também... Ficou aqui no ar uma questão, acho que tem muitos assuntos a abordar, mas a questão da individualização, né, e da alimentação. A gente, às vezes, fica entre uma coisa distópica, né, alguma coisa Black Mirror, pensando como que as pessoas vão se alimentar nas próximas décadas e qual vai ser a socialização em torno disso. Mas, por outro lado, para quem leu, eu não vi a minissérie, mas eu li o Conto da Aya, que está bastante em moda e tudo. Ali tem uma coisa que não deixa de existir naquela história, é a compra do alimento, e do alimento fresco, tem uma valorização do alimento fresco naquela história. A pergunta é, temos elementos de esperança para pensar que a alimentação continuará sendo um espaço de socialização, um espaço de encontro, ou essa individualização dos hábitos, a visão do alimento também como muito funcional, né, uma visão de saúde, né, meramente medicinal, pode matar esses espaços e, aos poucos, tirando da gente esse convívio. Merci. La médicalisation de l'alimentation est un puissant facteur d'individualisation. Il y a d'autres facteurs dans les sociétés modernes qui poussent à l'individualisation. C'est une tendance importante avec laquelle il faut faire. Mais l'individualisation est quelque chose qui n'est pas incompatible avec des formes de socialisation et d'être en commun. En même temps qu'on voit deux facteurs qui individualisent aujourd'hui, qui sont la médicalisation et la judiciarisation, on a toute une série d'autres facteurs qui poussent à la densification, l'intensification des dimensions sociales. Le premier qui pousse à l'intensification, c'est la patrimonialisation, qui établit des liens avec les communautés d'avant, avec nos ancêtres, avec notre histoire. Et on a un devoir de continuer ce mouvement de patrimonialisation. Le deuxième mouvement, c'est la politisation, qui a fait de l'alimentation un objet de choix de société. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de nutrition, ce n'est pas qu'une question de gastronomie, c'est une question politique. Et il faut en faire une question de politique. Elle est devenue une question politique. Politique, ça veut dire quoi? C'est politique agricole. Ça veut dire politique de santé publique. Ça veut dire politique d'éducation. Quelle est la place de l'alimentation dans le système éducatif? Ça veut dire la recherche. Où est-ce qu'on met la recherche sur ces questions-là? Donc cette question politique essentielle pousse la dimension des liens sociaux. Et puis, il y a les rapports nord-sud, qui constituent un autre niveau du politique. C'est que la question de l'alimentation, à travers la faim dans le monde, elle renvoie chacun à ses responsabilités, à ses modèles alimentaires, à sa part de responsabilité.
Et donc ici, à nouveau, ça établit des liens entre le nord, le sud, entre les différents suds, entre les différents nords. Quel modèle alimentaire nous allons pouvoir soutenir globalement? Cette question se pose et la question de la consommation des protéines est une question centrale. Aujourd'hui, la question de la transition protéique et de la compréhension de la façon dont on est passé, ou on passe dans les sociétés qui se développent, des protéines végétales aux protéines animales, comment à un certain niveau de développement, on a une stabilisation et on a des phénomènes de mouvement entre les protéines, les sources de protéines, des groupes de la société qui commencent à réduire, et comment on a, dans les groupes les plus développés, une baisse de la consommation des protéines d'origine animale. Et pas du tout pour des questions de santé seulement. C'est toute une question bien plus complexe qui inclut des problématiques du rapport entre les vivants humains et les vivants non humains. Ces questions sont absolument essentielles. C'est des questions d'aujourd'hui et elles font partie de la dimension politique et elles établissent des liens non seulement avec les autres individus, mais avec l'écosystème, avec les autres vivants, les autres niveaux du vivant. Merci. Nós temos que encerrar, né? Já são, falamos de alimentação esta manhã inteira e agora é hora da gente se alimentar, né? Fazer a nossa pausa para o período da tarde. E certamente muitos dos temas que foram colocados aqui estarão presentes nas mesas de hoje e também nos painéis de amanhã. E acho que levamos dessa primeira conferência, acho que veio aqui mais para a gente aqui essa questão da individualização, da medicalização, algumas questões que são bastante interessantes para a gente refletir. Queria agradecer novamente ao convite do SESC, estarei aqui amanhã novamente numa outra mesa e merci beaucoup.